tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 7 de ce Giro 2020. Débrief qui va être encore une fois sans habillage et surtout sans résumé. Du côté du résumé de l'étape, je vais vous faire court. Il y a une échappée qui est partie, il y a eu des attaques dans l'échappée, mais au final, à la fin, il y avait quasiment tout le monde encore au pied de la dernière difficulté du jour. Vous avez Zakharine qui a fait une petite accélération avec De Rent, et puis après, Ben O'Connor les a contrés et essaie d'en aller. C'est à peu près le résumé de l'étape, mais et puis derrière du côté des favoris, c'est absolument rien passé. Il y a eu une petite attaque de Genley à un moment avec Kelderman, et puis ils se sont rassis, et l'étape c'est fini tranquillement. Donc il n'y aura pas de résumé. Certains vont dire que c'est de la flemmardise. Je leur répondrai juste que la saison a été extrêmement condensée et que oui, au bout d'un moment, on commence à fatiguer un petit peu. Donc résumé de cette étape, c'est très calme comme la veille et décevante peut-être plus que l'étape de la veille. L'étape de la veille, Houdinée, on savait que ça allait être dur à contrôler, 230 km, bon, je peux le concevoir. Aujourd'hui, il y avait quand même des éléments pour rendre la course nerveuse. Madonna di Campiglio, je pense que certains auraient pu s'en servir pour tenter de faire la différence. Après, est-ce que le rythme de Koninck était incroyable? Non. Donc, je pense qu'il y avait de quoi faire. Du côté des Bleus, moi j'ai mis le petit Kylian Franchini, qui est suisse, mais qui fait partie de l'équipe Groupama FDJ. Hein, vous savez comment ça marche du côté des Bleus. Ce sont les coureurs français ou les coureurs étrangers dans des équipes françaises. À part quand on se retrouve à avoir beaucoup de Français et que je les fous dans les flops ou dans les tops parfois. Kylian Franchini parce qu'il fait une étape solide, 5ème, sans avoir fait d'efforts trop conséquents. Il s'est fait un petit peu... Il a utilisé la bonne stratégie, c'est-à-dire de ne pas se faire trop remarquer, contrairement à De Rent, contrairement même à Villela ou à d'autres coureurs qui étaient très actifs. Donc lui, il ne s'est pas fait trop remarquer. Il suivait un petit peu les mouvements de course, mais sans en faire de trop. Il a couru juste, je trouve, dans cette échappée, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant, parce qu'il a couru de manière extrêmement juste, et il fallait le souligner. Il fait vraiment une très belle étape. Voilà, il fait 5ème, et c'est son niveau du moment. Je pense que c'est un coureur qui doit encore prendre un petit peu d'expérience, et surtout un petit peu de caisse. Franchini, il est encore un petit peu jeune, hein. Il a 23 ou 24, ah non, il est un peu plus vieux, non, je le voyais plus jeune. Mais c'est un coureur qui a 4 grands tours de Giro de Vuelta quand même. Moi, je le voyais un peu plus jeune, Franchini. J'avais oublié sa période chez BMC. Il est capable de faire des très belles choses, mais là, il manquait un petit peu de caisse. Après, bon, ça reste un grimpeur intéressant. Ça reste un coéquipier intéressant, je trouve, Franchini. Pourquoi pas l'année prochaine pour Thibaut Pinot, à y réfléchir. Mais... quand il va perdre certains coureurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était voilà, du côté des Français. Et puis un peu surpris que Paré-Peintre n'ait pas attaqué. Je rappelle que Paré-Peintre, en général, il est loin en temps. Il est 19ème à 28 minutes, donc il est largement en mesure d'attaquer sans se faire rattraper, sans être dangereux pour le général, et il n'attaque pas. Ça me surprend parce que soit il n'a pas les jambes, c'est peut-être ça, mais aujourd'hui il finit encore loin. Alors il finit juste derrière McNulty, mais il finit 28ème, donc on sent que voilà, il n'est pas en capacité de faire mieux. S'il veut rentrer dans le top 15, c'est une solution d'attaquer, de tenter de partir de loin. Demain ça me semble compliqué, par contre l'étape 20 peut-être, quand tout le monde sera fatigué, donc il faudra quand même, il faudra tenter le coup pour Paré-Peintre. Et puis pourquoi pas demain, parce que peut-être que demain on se regardera encore entre les favoris. On verra ça. J'ai fait le bilan des Bleus, je passe aux coureurs au top. Oui, on va aller assez vite dans cette vidéo, comme la veille. Du côté des coureurs au top, je mets Ben O'Connor. Réussir à faire ce qu'il a fait aujourd'hui, quand tu t'es pris ce qui s'est pris hier, c'est-à-dire hier quand même il attaque, et puis il se fait contrer, O'Connor, il se fait contrer par Tratnik. Et il a fait plus de 200 km d'échappée hier. Repartir pour 200 km
d'une course qui a quand même été animée, dure à contrôler, et faire ce qu'il a fait dans la dernière montée, chapeau. Chapeau, parce que faut s'en remettre mentalement. Hier, il échoue à ça. Mais vraiment à ça. Stratégiquement, il n'a pas tout bien fait. C'était certainement déjà le plus fort hier. Tratnik n'était pas le plus fort, mais Tratnik a très très bien géré sa course. Et lui, un peu moins. Et il a échoué d'un rien, mais vraiment d'un rien. Repartir le lendemain, en échapper, alors que tes courbatures partout, parce que même si hier ça n'a pas roulé extrêmement vite, on peut se dire ça, ils ont fait quand même 230 bornes. Dont lui 200 bornes d'échappée. Donc quand même une journée fatigante face à des coureurs qui quasiment tous étaient frais. Non, chapeau. Chapeau. Ça montre que c'est un coureur qui, pour moi, Ben O'Connor, c'est un très très bon coureur. NTT, un très bon coureur. Après, aujourd'hui, dans certains domaines, il lui en manque. Mais je rappelle qu'il a quand même remporté une étape du Tour des Alpes en 2018. Deuxième d'une étape du Tour d'Italie déjà cette année. Vainqueur d'une étape sur l'étoile de Bessèges aussi. Si tu prends ses résultats cette année, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, deuxième du classement de la montagne sur la semaine internationale Coppi et Bartali. Je voyais 22e du Tour des Alpes. L'étoile de Bessèges, il finit 64e parce qu'il perd du temps sur les premières journées. Mais pour un mec en plus qui n'a pas énormément fait de courses depuis le déconfinement. C'est-à-dire qu'il a fait la Volta des Burgos, ce circuit de Jexto, Dauphiné, semaine internationale Coppi et Bartali. Donc il a une saison pas extrêmement remplie. Et pourtant, sur ce Giro, il est en forme et non, très bon résultat. Je trouve que c'est un coureur qui mérite d'être plus estimé. Il a 24 ans, enfin il va bientôt avoir 25. Mais je trouve que c'est un coureur qui a déjà, l'année dernière sur la Volta, il finissait 9e du classement des jeunes, 6e de l'étape 15. Tour d'Autriche, il a fini 2e de l'étape numéro 4. Sur le Giro déjà l'année dernière, il avait fini 32e. Mais voilà, il y a quand même des résultats qui sont assez intéressants pour un coureur qui en plus est dans une équipe qui n'est pas forcément la meilleure en haute montagne aussi. NTT, ça reste à la base Dimension d'attaque, qui n'avait pas des très grands résultats. Et puis ça fait du bien également pour Björn-Riis, parce qu'il lui manquait des bons résultats. Mais belle satisfaction pour Ben O'Connor. Pernsteiner également. Pour moi, c'est l'une des révélations de ce Giro, Pernsteiner. Je ne connaissais pas vraiment ce coureur, je ne vais pas vous mentir. Je ne connais pas tous les coureurs au niveau du classement général. Il doit avoir une carrière étonnante parce qu'il a 30 ans. Il a 30 ans, mais il est passé dans des équipes. Il a commencé en 2016, mon Marc. Je pense qu'il a dû faire du VTT ou un truc comme ça. C'est surprenant. Mais ouais, Pernsteiner, c'est intéressant quand même. Moi, je trouve sur ce Giro, c'est vraiment une révélation parce que il se retrouve dans le top 10 pendant quasiment toute la première semaine. Là, aujourd'hui, deuxième, mais en roulant fort. Il était sur Paris-Nice. Je ne l'avais pas vu sur Paris-Nice, pour tout vous dire. Je trouve que c'est vraiment une révélation sur un très bon travail qu'il a effectué. Mais la dernière sur la Vuelta, je l'avais très peu regardé la Vuelta, il faut le dire. Il avait fait quand même 2 top 10 sur la Vuelta. 15e, la dernière Vuelta. Donc non, mais c'est un coureur qui je trouve assez intéressant. Pour moi, c'est la révélation, pour ma part, de ce Giro, je trouve. C'est vrai que moi, je ne le connaissais pas. Bon, je m'aperçois qu'en fait, il avait fait plein de courses. Pas de peau, je les avais pas toutes vues, pardon. Puis je termine avec Almeida. Journée assez tranquille pour Almeida. Pas attaqué, pas besoin de défendre. Après, il a peut-être un peu mal géré le coup quand Genley a attaqué, il est allé directement. Alors, je pense qu'il n'était pas obligé. Il est peut-être pas aussi serein, parce que je le trouve un petit peu énervé à un certain moment dans cette montée de Dadi Campiglio, mais après, tant qu'il n'est pas attaqué, lui, il a rien à faire. Je trouve qu'aujourd'hui, c'était une journée où il pouvait perdre son maillot, et il ne l'a pas perdu, donc c'est une satisfaction. Je pense que demain, ça sera plus complexe, parce que la course, j'espère, va être animée, mais on verra.
Du côté des flops, Movistar et Dorent. Du côté de la Movistar, encore raté. J'ai l'impression que c'est une ritournelle sur ce Giro. Du côté de Dorent, je suis assez d'accord avec Cyril Guimard de la chaîne L'équipe. Il a très très mal géré son étape. Il a dépensé énormément d'énergie à 50 bornes de l'arrivée. Après, il roulait alors qu'au final, c'était lui le leader et pas Harm van Hoek. Harm van Hoek, il n'a pas mis un coup de pédale pour au final être un des premiers lâchés avec Bidart. Donc assez surprenant quand même leur stratégie. Et puis Movistar, ils étaient encore 3 et t'en as encore aucun qui est dans le coup. Que ça soit Villela, Cataldo ou Carretero. L'équipe est quand même très moyenne et surtout c'est fait de bric et broc quoi. C'est-à-dire que tu te demandes pourquoi ils n'ont pas emmené un sprinter ou emmené un mec comme Roras, vu qu'en plus il n'y avait pas énormément de sprinters sur ce Giro, ou même Valverde ou je sais pas qui, mais ou Enric Mas, pas envoyer les deux sur la Vuelta, mais bon, de toute façon cette année la Movistar c'est compliqué de les défendre sur leur saison, ça a été très difficile. Et puis flop, les favoris, parce que sur une étape comme celle-là, quand vous appelez Nibali, que vous appelez, quand on voit le top 10, je reprends le top 10, Patrick Conrad, aujourd'hui c'est une journée, on aurait dû le voir à l'attaque, il a 4 minutes. Fuglsang, on aurait dû le voir à l'attaque, il est 12ème désormais du classement, il a 5 minutes, on aurait dû le voir. Bilbao aussi. Gegenhardt, personne n'a attaqué aujourd'hui quoi. Alors, j'ai l'impression que tout le monde se réserve pour demain. Tout le monde a tellement peur de l'étape de demain, peut-être que personne n'a voulu vraiment faire la course, mais je trouve ça un petit peu dommageable du côté des favoris. Si on n'attaque pas Almeida, il n'est pas prêt de perdre son maillot rose. Il y a un moment, il va falloir quand même se sortir les doigts du cul et attaquer un petit peu. Bon, demain, le Stelvio. Donc il y a la présentation de l'étape qui est en train d'être uploadée en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'habillage aussi, parce que j'ai un petit peu de retard. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En vous abonnant à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, également si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!